Nul endroit n'allie ainsi nature et histoire dans un charme que l'on ne se lasse pas de découvrir comme celui de la Sologne. La Sologne des étangs, des châteaux, de sa faune et sa flore. Mais dans un contexte de réchauffement climatique sans précédent, la Sologne n'est-elle pas en train de muter ? La modification du climat nous fait craindre le pire. Elle a déjà facilité la croissance de certaines populations nuisibles. Des hivers plus doux, des étés plus chauds. Comment la Sologne peut-elle s'adapter face aux enjeux climatiques ? Frédéric Auger a 51 ans. Il est archéologue et historien. Avec lui, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la vie civile qui ont tenté de répondre à ces questions. Et avec eux, nous allons essayer d'analyser et de comprendre ce milieu si particulier et surtout, quel visage aura la Sologne demain ? Quand on parle de la Sologne, on pense à ses vastes forêts, à ses grands gibiers, à ses nombreux étangs, et à ses briques. La brique solognote fait partie intégrante de la forte identité du territoire et de son paysage. Alors avant de partir au cœur de la nature, attardons-nous d'abord sur cette brique qui témoigne à elle seule d'une grande partie de l'histoire de la Sologne et de son patrimoine. Frédéric Auger a rendez-vous au château d'Issiran avec Bernard Eudes, membre fondateur de l'association GRA, groupe de recherche archéologique et historique de Sologne. Bon, bah, tu vois, ce petit château du Siran, grâce à toi, finalement, je le redécouvre. Je n'avais jamais regardé d'aussi près. Et ici, avec une brique blanche, qui est quand même pas très courante dans les châteaux. Hein. Toi, tu sais d'où elles viennent, ces briques blanches ? C'est des briques forcément d'importation. En Sologne, on ne peut pas produire de la brique blanche. L'argile de Sologne, donc l'argile qui est dans notre sol, elle contient des oxydes de fer qui font systématiquement à la cuisson, la brique va devenir brune, rose, orangée, selon la cuisson. En Sologne, on ne fabrique que de la brique couleur brique quelque part. Alors on a commencé à fabriquer beaucoup de briques en Sologne à partir du milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on avait le combustible pour le faire. La Sologne, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas toujours été recouverte de forêts au XVIIIe siècle. Ce sont des landes pour la plupart. Les gens n'ont même pas de bois pour se chauffer. C'est ça. C'est une catastrophe. Voilà. Donc encore moins pour cuire de la brique. Donc la brique est réservée à cette époque-là à certains édifices. Et à partir de la milieu du 19e siècle, comme on a recommencé à replanter au début du 19e siècle, on a du bois de dépressage, on a tout un tas de bois qu'on peut commencer à utiliser pour alimenter ces fours à briques. Mais on va commencer à construire ces petits châteaux et à restaurer, rénover, refaire tout le village. Donc le village de briques sologno tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est complètement quelque chose qui apparaît au milieu du 19e siècle et la transformation va se poursuivre jusqu'au début du 20e siècle. On va changer toutes les maisons qui sont en pan de bois à torchis par des maisons construites entièrement en briques et couvertes en tuiles. Et qui sont bien plus confortables, qui permettent justement d'éviter les réservoirs à moustiques. Il y a un confort de vie qui permet justement à la Sologne progressivement de se repeupler, alors qu'au XVIIIe, c'était vraiment la catastrophe. Napoléon III met cette Sologne à la mode. On continue la balade avec un autre château. C'est celui de Montévray, situé sur la commune de Nouhans-le-Fuselier. Implanté sur un domaine de 160 hectares, l'édifice est construit au XVIIIe siècle. Puis, au XIXe, le nouveau propriétaire des lieux crée sur place une briqueterie et une tuilerie, ce qui permettra de construire et surtout d'ajouter au château ces 2 tours d'angle de forme carrée. La briqueterie lui a permis de refaire toutes ses fermes, ses métairies et d'avoir une démarche aussi envers les gens qui travaillaient pour lui, en améliorant leur outil de travail, en leur donnant plus de terrain. Et on voit apparaître ce joli patrimoine de briques, même s'il existait avant, mais
c'était quand même réservé à certains. La brique, pendant longtemps, était réservée aux châteaux, aux églises. Sous le Second Empire, la Sologne arrive à être le territoire de chasse de tout Paris. Oui. Donc il y a des châteaux qui se construisent, il y en a au moins 500 ou 600 qui se construisent. Il y a des briqueteries qui s'installent partout dans le pays. Dans chaque village, Ouais. pratiquement. Oui. On a quelque chose de très profitable finalement. De la richesse des bourgeois qui arrivent en Sologne, il y a une transmission aux Solognos. C'est du bonheur tout ça. C'est joli. Ah ouais, c'est joli. Et puis c'est la vie de la Sologne. La forêt solognote, c'est le visage de la Sologne. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, et comme l'a rappelé Frédéric Auger, le couvert forestier est assez récent, puisqu'il a seulement entre 100 et 150 ans. Il est principalement dû au déclin de l'activité agricole. À chaque fois qu'un agriculteur cessait son activité, la forêt gagnait un peu plus de terrain. Elle recouvre aujourd'hui plus de la moitié du territoire sologno. Et pourtant, le contexte climatique menace la forêt de demain. Frédéric Auger a rendez-vous avec Bernadette Vallée, gestionnaire forestière. Donc nous sommes au milieu de la forêt solognote. Donc là, forêt de pins, plantation. Plantation, oui, tout à fait. Une plantation de pin laricio de Corse. Donc ça, c'est une essence majeure en matière de reboisement en Sologne et en région centre d'ailleurs, puisque c'est la première essence de reboisement sur la région centre depuis les années 80. Donc les forestiers essayent beaucoup d'autres essences. Bon, souvent du résineux et souvent dans la famille des pins, parce que ce sont ceux qui résistent le mieux au terrain difficile et qui supportent l'acidité en fait. Ouais, du sol, oui. Voilà, le sol sologno qui n'est pas... On annonce quand même plus 4 degrés de hausse de température d'ici 2071, quoi. Donc il faut travailler maintenant sur des essences qui vont pouvoir supporter les 60, 70 ans à venir. Voilà, c'est ça. Il faut imaginer que sur la station de Romorantin-Lantenay, on a juste une augmentation de 0,3 degrés si on prend la température moyenne annuelle. Alors 0,3, ça peut paraître comme étant quelque chose de complètement dérisoire, mais pour un végétal, et notamment pendant sa période de croissance en été, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et cette rapidité d'évolution des températures, il n'est pas capable de s'adapter. Donc il faut être très clair, aujourd'hui avec 1 degré d'augmentation, c'est une bonne partie des espèces forestières d'ici de Sologne qui vont disparaître aussi. On n'a pas le choix et d'ailleurs on se rend compte. Et ça c'est 75% des espèces locales. Il est beau cet arbre. Ouais. C'est un très bel arbre et qu'il faut absolument conserver comme témoignage de notre histoire et notamment notre histoire locale. Alors ça, c'est le passé de la Sologne. Oui, tout à fait. Quel va être l'avenir? Le paysage de la forêt solognote va évoluer avec le climat et certainement pas suffisamment rapidement. Donc certaines forêts vont beaucoup changer. Ouais, souffrir, changer. Souffrir. Ouais. Certaines espèces feuillues vont probablement disparaître plus ou moins rapidement. Par contre, ce qui est prévu, c'est que voilà, certains chênes pédonculés, certains chênes sessiles, et pourquoi pas le pubescent qu'on introduit de plus en plus, aient la capacité de surmonter les aléas climatiques. De s'adapter. Mais là aussi, la possibilité pour nous d'agir, c'est de planter. Planter des essences différentes. Planter des essences différentes. Et puis en trouver qui vont s'adapter. Voilà. La nature en Sologne, ça fait 2000 ans que l'homme la maîtrise plus ou moins, mais en tout cas intervient très fortement. Les étangs, on sait que ça vient des hommes. Les forêts telles qu'on les connaît, elles ont été en grande partie plantées par les hommes. On pourrait s'imaginer avoir le fantasme de tout laisser et de dire la nature va se débrouiller toute seule. L'intervention de l'homme a été tellement importante dans les siècles passés que du jour au lendemain, on ne peut pas s'en passer.
Je suis un promeneur, un sologno qui se promène régulièrement dans la nature. Malheureusement, je vois des arbres dépérir tous les ans. On voit tous nos gros châtaigniers sont en train de disparaître. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Les bouleaux meurent les uns derrière les autres. On sent qu'il va falloir que l'homme intervienne aussi pour faire la forêt de demain. La forêt de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, ça c'est clair. On en est certain. Aujourd'hui, au rythme où va le réchauffement climatique, si on ne fait rien en forêt, la forêt disparaît, en tout cas en Sologne. On revient au stade d'une grande lande avec des marécages en hiver et des landes très très sèches en été. Et si on a une forêt qui ne répond pas à des besoins de société, c'est-à-dire si on n'a pas une partie de la forêt qui produise du bois pour construire des maisons, faire du papier, répondre à nos besoins de la société, qui va le faire? Comment est-ce qu'on va remplacer ce matériau-là? Est-ce qu'on va l'importer d'autres pays? Ça ne serait pas très raisonnable. On parle de relocalisation de nos productions, on parle de produits locaux. Après, je pense qu'une forêt de production n'est pas antinomique avec une forêt qui permet d'accueillir une biodiversité. Donc ici, c'était une ancienne plantation de pin laricio de Corse. D'accord, donc ça a été abattu il y a quelques années. Voilà, qui a été abattu et récolté en fait. Ils étaient arrivés à bien largement au-dessus de 65 cm de diamètre. Et puis derrière cette plantation, il a fallu renouveler parce que le pin laricio ne se régénère pas naturellement. Et donc on a une plantation qui est une parcelle qui est assez diversifiée avec un peuplement composé de résineux, de trois sortes de résineux et au moins 2 sortes de feuillus. Et ce mélange se comporte très bien ensemble. Le genêt, on l'a laissé, il ne présente pas une très forte concurrence. Il apporte de l'azote. La bruyère ne nous dérange pas trop, puis en plus, elle accueille de nombreuses abeilles, donc c'est plutôt agréable. Elles sont magnifiques, les bruyères. Et voilà, et ça nous permet en fait d'avoir une forêt, même si ça reste une forêt de production, on est d'accord, hein, l'idée ici c'est de faire du bois, mais où on a la vie. Éviter les plantations monospécifiques, mélanger les essences au cœur d'un peuplement forestier, y faire cohabiter feuillus et résineux, c'est assurer à la forêt une plus grande force, une meilleure résistance au changement climatique, aux insectes ravageurs ou aux maladies destructrices et parfois irréversibles. Direction la Maison du Cerf à Vilny. C'est le seul musée dédié aux cervidés en France. Créée en 1993, cette maison voit le jour grâce à différentes trouvailles aux collections photographiques appartenant à quelques propriétaires passionnés du GIC, groupement d'intérêt cinégétique dont Michel Lombardi est adhérente. Le cerf est beaucoup représenté dans l'art. On voit, il est présent sur de nombreux supports. C'est quand même un animal, l'animal royal, l'animal roi. Voilà. C'est le roi de la forêt dans toute sa splendeur. Mais sachant qu'il n'y a pas très très longtemps qu'il y en a autant en Sologne. Oui. Il faut quand même le savoir. Ouais. On est à l'époque en ce moment où il y a vraiment beaucoup de cerfs et des beaux cerfs qui ont été... alors qu'il fut un temps, on parlait de petits cerfs soloniaux à bois blanc. En fait, les petits cerfs soloniaux à bois blanc, ils n'ont jamais existé. Hein. C'est tout simplement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et comme il n'y en avait pas beaucoup, on les tuait quand ils étaient jeunes. Donc ils n'avaient pas le temps de se développer et de faire une ramure complète. On tuait des cerfs qui avaient 3, 4, 5 ans, qui est quand même... Quand on a pris conscience qu'on pouvait les faire grandir, on a eu des beaux cerfs. La décision de ne plus tuer les grands cerfs a porté ses fruits. En quelques années, leur population a fortement augmenté, à tel point que cet animal est devenu emblématique de la Sologne. La gestion de ces cervidés est essentielle dans la mesure où si on n'avait pas géré cette population, elle serait devenue complètement imprévisible puisqu'il y aurait un déséquilibre complet entre les biches et les jeunes. Donc il faut qu'il y en ait, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y en ait en trop grande quantité.
quand ils sont en trop grand nombre, ils abîment le système. Et replanter, c'est un vrai problème, parce qu'entre le frottage et puis le grignotage des chevreuils, des cerfs, ça nuit à la repousse. Le fait qu'ils soient trop nombreux, finalement, ils vont aussi déséquilibrer beaucoup de systèmes. Et donc, il va falloir les gérer, puisqu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Donc, le seul prédateur des cerfs, des chevreuils et des sangliers, si on veut les ajouter, c'est l'homme. Le réchauffement climatique aura forcément un impact sur les cervidés comme sur tous les animaux, étant donné que d'une part, on a énormément d'arbres qui meurent, donc ça, c'est pas bon parce que le biotope change. On a aussi plus de friches et moins de cultures, ça c'est aussi un problème climatique. Il faudrait revenir à une petite agriculture. Et le fait que partout on voit un emboisement ou un enfrichement plutôt qu'un emboisement, parce que ce n'est pas de la forêt qui s'installe au départ, c'est plutôt de la friche, à cause du recul de l'agriculture et des prairies, vont faire que ces animaux vont aussi avoir du mal à trouver leur équilibre. Parce que si les cerfs ont besoin des forêts, on les imagine toujours dans les forêts, ils ont aussi besoin des plaines pour aller manger et bramer pour les cerfs, etc. Donc si on ferme trop le paysage, on risque aussi d'avoir un problème avec ces populations de cerfs et de chevreuils. Chaque année, de septembre à octobre, se joue une mélodie hypnotique au cœur de la forêt solognote. Le brame du cerf annonce la saison des amours. Surnommé le roi de la forêt, le cerf est un animal qui fascine l'homme depuis la préhistoire. C'est à travers la photographie que Véronique Fleuriot et Cyril Delorme rendent hommage à ce grand cervidé. Moi, je dirais qu'une photo, elle est intéressante sur le plan esthétique, dès lors qu'on ne l'a jamais faite, et puis qu'il y a de grandes chances qu'on ne la refasse pas. Et si on ne l'a pas vue aussi, si on ne l'a pas vue chez d'autres photographes, sur des expos, bah, ça veut dire qu'on a réussi une photo. Voilà. C'est comme ça qu'on l'envisage. Voilà. Ça, c'est un cerf qu'on photographie depuis 2012 et qui est toujours actif sur la place de Brame. Il y a des moments où il a porté beaucoup plus que ça. Quand on parle de l'âge du cerf en fonction des andouillés, c'est pas du tout le cas. Là. 3, 4, 5, il fait que 2, 3, il porte plus que 13. On l'a connu à 16, ouais. On a la chance sur certains secteurs de voir des cerfs qui vieillissent. Parce qu'il n'y a pas forcément une pression de chasse énorme par rapport à cet animal. Il n'y a pas forcément une course au trophée. Il y a même des propriétaires qui sont beaucoup plus heureux de voir des cerfs bramer, de voir des cerfs chez eux, plutôt que de les avoir en trophée, quoi. Voilà. Donc ce vieillissement de population est pour nous sympa parce que ça nous permet d'une année sur l'autre de retrouver des animaux. Voilà. C'est la première année là, sur cette place de Brame que l'on voit un cerf qui n'a plus de bois, qui ravale. Hein. Il n'y a plus que des petits moignons comme ça. Voilà. Trop vieux, il n'arrive plus à développer ses bois. Ça, tu vois, on va le voir, là, cette scène là, qui est vilaine. Hein. C'est filmé, c'est pas beau du tout, mais hop là. Regarde, il sort du bois. Tu vois, ça fait bizarre de voir un cerf sans bois. Ça fait bizarre. Là. Donc on voit qu'il a de la masse encore. Ouais. Et il brame, quoi. C'est ça qui est marrant. Ah, il est majestueux, mais il lui manque juste les bois. Majestueux sans bois, voilà. Mais l'attitude, voilà. Ouais.
Le souci en Sologne, ça va être de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre la chasse, il en faudra toujours, parce qu'on est sur un territoire où si on ne régule pas le gibier, on ne pourra pas se passer de la chasse, mais il en faut, mais pas trop. On reparle de remettre du monton sologno pour ouvrir le paysage, il faut en remettre et c'est une bonne chose, mais non plus pas trop, puisque sinon il ne faut pas qu'on retombe sur le XVIIIe siècle où on va raser, parce que le mouton mange tout, donc il empêche aussi la repousse. Il faudrait remettre des agriculteurs, qui sont aussi, ce n'est pas des animaux, mais ils sont quand même aussi en voie de disparition, et ils sont aussi utiles à l'écosystème. Il faut remettre des pisciculteurs, puisque voilà, si les étangs sont entretenus, tout va mieux. Les serres, la brique, les forêts et maintenant les étangs. Ils sont encore aujourd'hui plus de 3000 en Sologne et datent pour certains du XIIIe siècle. Frédéric Auger a rendez-vous avec Laetitia Marion, guide touristique de la Maison des Étangs à Saint-Viâtre. Donc la Maison des Étangs à Saint-Viâtre, c'est une des maisons à thème. Elle existe depuis? Alors depuis 1996. Alors c'est vrai que ici, vous voyez, la Maison des Étangs, forcément, on parle des étangs, comme ils sont tous artificiels. C'est ça qui est important de dire. C'est la différence entre le lac et l'étang. C'est que l'étang est artificiel, le lac est naturel. C'est ça. Et donc, pourquoi y a-t-il autant d'étangs en Sologne, finalement? Essentiellement pour la pisciculture, hein, pour l'élevage de poissons. Alors, l'élevage du poisson, rendu indispensable par tous les jours maigres imposés par le christianisme. C'est ça. Voilà. Oui. Et puis, on récupère le poisson en vidant les étangs, donc forcément, il y a besoin d'un bouchon. Et le bouchon, vous l'avez ici, c'est la bonde, en fait. Hein. La bonde. Là, c'est une maquette. Hein. Normalement, c'est presque 2 fois plus grand que ça, en fait. Hein. Donc là, vous avez le devant de la bonde. Hein. L'étang est devant de toute façon. On vide l'étang en levant le pilon. Hop, ici. Et effectivement, l'eau se déverse dans une rivière. On vide, on pêche l'étang, et puis on prend l'étang en amont et on fait exactement la même chose. Donc, comme ce qui permet de remplir à nouveau le deuxième étang, remplit le premier en cascade, et puis on fait ça ainsi de suite. Sinon, donc ils se remplissent les uns avec les autres et avec la pluie aussi principalement. Alors les étangs, avec tout ce qu'on nous annonce en réchauffement climatique, les étangs, c'est des zones fragiles. Toutes les zones humides sont des zones très très fragiles. D'ici 10-15 ans, il y aura probablement des étangs si on s'en occupe maintenant. C'est-à-dire que comme toute la nature qui nous entoure, il ne faut pas croire que si on la laisse faire, elle va pouvoir se réguler elle-même. Malheureusement, c'est un doux rêve. Les étangs, déjà, ce n'est pas des étangs du don naturel, c'est clair qu'ils ont été créés par l'homme. Et si l'homme ne les entretient pas, ils vont disparaître. Si l'homme continue de les entretenir intelligemment, il y a de grandes chances qu'ils puissent encore être là dans 10-15 ans et qu'ils seront plus précieux. Alors il y en aura peut-être moins, mais ce ne sera pas la première fois. En Sologne, les vieux solognos me disaient, moi toujours, il n'y a pas de règne qui dérègne pas. En Sologne, il n'y a pas de règne qui dérègne pas. Ils disaient, nous on a planté, on a défriché, on a vu des étangs construits, on a vu des étangs asséchés. La seule différence peut-être avec l'évolution dans le temps, c'est que là tout va plus vite. Voilà. Ces dernières années, tout va plus vite. Alors là, une jolie pièce dédiée en partie à un herbier. Oui. Oui, pour montrer un petit peu les plantes qui poussent près des étangs. Alors, c'est vrai que les plantes apportent l'oxygène dans l'eau, bien sûr, hein, donc c'est très important. À la vie de l'étang. Ouais. Exactement. Et puis, il y a des plantes qui filtrent aussi l'eau. Hein, donc, un étang fonctionne en auto-épuration, c'est ce qu'on appelle du lagunage. Et il y a certaines stations d'épuration maintenant qui reprennent le principe. Voilà, exactement. D'accord. Quelques animaux aussi emblématiques des étangs. Oui. Alors le martin pêcheur qu'on peut voir hein, sur quelques étangs dans la région. Et puis tout un tas d'espèces d'oiseaux. Hein, au fil des siècles, hein, les étangs ont attiré pas mal d'oiseaux, des migrateurs, des sédentaires. Voilà.
La majorité des étangs de Sologne ont été creusés par les moines au XVIe siècle. L'étang de Malzonnet en fait partie. Véritable joyau de la biodiversité, il est situé au cœur de la Sologne des étangs. Marie Doyen, animatrice nature à la Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher, nous parle un peu plus de cette réserve naturelle. L'étang de Malzonnet, c'est une réserve naturelle depuis longtemps. Alors c'est une réserve de chasse et de faune sauvage parce qu'elle appartient à la Fédération des chasseurs et elle est gérée par les chasseurs. Et elle a été acquise en 1977, donc il y a 44 ans maintenant, qu'elle offre une zone d'accueil et de refuge pour les oiseaux d'eau principalement. C'est l'intérêt principal de la réserve. On a quasiment toutes les espèces de canards qui sont présentes sur l'étang à différentes périodes de l'année, évidemment, puisqu'il y a de la migration. Le réchauffement climatique a forcément une incidence sur la migration des oiseaux, avec de nouvelles espèces aussi. Alors, logiquement, on essaye toujours de préserver et de favoriser la faune et la flore sur le site. Après, effectivement, il peut y avoir des aléas, des imprévus qui sont liés à différents facteurs. Ce qu'on redoute le plus localement, c'est l'apparition de la Jussie sur l'étang, qui elle aussi a profité du réchauffement climatique, clairement. Ces espèces vont s'installer parce que le climat leur est propice. Et les espèces qui étaient là avant vont disparaître aussi parce que le climat ne leur est plus propice. Bon, alors ça va se faire lentement, mais ça s'est fait déjà comme ça tout au cours des siècles. Il faut bien sûr lutter contre la Jussie qui empoisonne nos étangs, qui les fait mourir. La grenouille taureau, c'est pareil, c'est problématique. Mais si on se replace un peu dans l'histoire, on est entouré d'espèces invasives. Les derniers, c'est le silure dans les étangs, par exemple. Mais on pourrait parler du rat musqué. On pourrait parler du ragondin. Tout ça, ça n'existait pas. C'est des espèces qui sont apparues dans le paysage sologno parce qu'ils sont échappés d'élevage pour différentes raisons. La Jussie, c'est la même chose. C'est échappé, entre guillemets, échappé des aquariums ou des bassins. Mais alors il faut lutter jusqu'à un certain point parce qu'il y a un moment où on n'y arrivera peut-être pas forcément. Il va falloir trouver peut-être là encore un équilibre. C'est ce qu'on dit, c'est les petites actions mises bout à bout qui vont permettre d'avancer. Il y a des choses contre lesquelles on ne pourra rien. On ne peut pas garder les arbres en vie si les années de sécheresse les mettent par terre les uns après les autres. Au plus tôt on prendra le problème en main, au mieux on arrivera à le régler. Le village de Malzonnet, il évolue en fonction de la gestion et des aménagements qu'on va faire pour favoriser la biodiversité. Donc on ne peut pas envisager aucune intervention humaine sur l'étang. Et un étang il est voué à se combler. Si on ne fait rien, naturellement, il va se combler et il va finir par disparaître. L'entretien d'un étang, c'est aussi sa mise en assec. Cela consiste à vider intégralement l'étang. Ainsi, la vase se minéralise, de nombreux végétaux y poussent et permettent, à terme, de nourrir poissons, canards et nombreuses autres espèces. Jadis, les agriculteurs solognos utilisaient le fond des étangs lors de la sec pour y faire pousser des céréales comme de l'avoine ou du blé. Seul le fond des étangs en Sologne permettait de cultiver ces céréales nobles.
car ailleurs, le sol était bien trop acide. On disait souvent du fond d'un étang qu'il était 10 fois plus fertile que n'importe quelle autre terre. Effectivement, le printemps qui suit la sec est beaucoup plus riche en termes d'accueil d'oiseaux, notamment au moment de la reproduction. Donc c'est une opération qu'il faut renouveler régulièrement, mais qui est délicate parce qu'il n'y a pas vraiment de grands étangs en amont de Malzonnet. Il est long à remettre en eau et il n'y a pas beaucoup de bassins versants, ce qui fait que voilà, si on entre dans des périodes un peu sèches, c'est un étang qui peut peiner à se remplir. Donc quand on pêche l'étang, on essaye de le pêcher vraiment fin janvier, début février, pour permettre aux oiseaux d'être vraiment tranquilles jusqu'à la fin de la saison de chasse. La chasse est strictement interdite sur la réserve. C'est pour ça qu'il y a autant d'oiseaux en hivernage, mais ils y restent justement pendant la saison de chasse parce qu'ils savent aussi très bien que y a pas de chasse et qu'ils peuvent rester ici sereinement. Les seules interventions au niveau chasse qui se déroulent sur la réserve sont des battues de sangliers parce que voilà, le statut de réserve et de non-chasse finalement profite bien évidemment à toutes les espèces. Y compris à celles qui ne sont pas forcément les bienvenues sur le site. Localement, je dirais que l'impact direct du sanglier sur la réserve, ça va être la prédation. Et je ne devrais même pas m'arrêter à l'étang de Malzonnet, puisque le sanglier, de manière générale, sur les étangs, dès que le niveau est un peu bas, il va faire le tour des îlots, des nids, il va manger les œufs. Et puis, au niveau de la roselière aussi, un sanglier qui fait sa bauge ou son chaudron dans la roselière, il détruit une bonne partie de la roselière. Et autour de l'étang, parce que c'est vrai qu'on parle de l'étang, on parle de l'eau, mais il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin à la fois de l'eau, mais de la forêt pour se développer, comme les amphibiens. Et le sanglier qui ravage la litière en trop grand nombre, tout ce qui est triton, salamandre, toutes ces espèces, même sur la microfaune, ça va poser forcément des problèmes. La plupart des étangs sont chassés localement et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais non, les chasseurs s'investissent dans la protection de la faune sauvage et des habitats, et d'autant plus des zones humides qui sont quand même en déclin un peu partout, et d'offrir une zone de refuge au cœur de la Sologne des étangs où, comme je l'ai dit, la plupart sont chassés. Voilà, c'est important d'avoir des zones de repos et de tranquillité pour les oiseaux. Si l'on considère aujourd'hui les rapaces comme étant majestueux et bénéfiques à l'environnement, cela n'a pas toujours été le cas. Autrefois, ils étaient jugés nuisibles. L'homme n'avait pas de sentiment pour ces oiseaux de proie. Il les persécutait et les abattait en grand nombre sans état d'âme. Mais en 1972, un arrêté est signé. Cet arrêté protège l'ensemble des oiseaux de proie en France. À ce jour, plus d'une quinzaine d'espèces de rapaces sont présents sur les territoires soloniaux. Ces prédateurs intéressent un grand nombre de passionnés, dont Frédéric Palsy, ornithologue et passionné de photographie. Voilà, alors ça c'est une espèce aussi emblématique maintenant de la Sologne, le balbuzard pêcheur. Ah oui, le fameux balbuzard pêcheur. Ouais. Voilà, le fameux balbuzard pêcheur. Donc ça c'est une espèce qui s'est réinstallée, on va dire, en France continentale, en région centre d'abord, dans le massif de la forêt d'Orléans. Et puis maintenant, il s'installe de plus en plus en Sologne. Donc il pêche à vue, dès qu'il voit les poissons en hauteur, et toc, il leur fonce dessus, et il fait dans un grand plouf, il attrape le poisson et puis il repart avec. Alors cet individu-là, tu vois, il est bagué, il a une bague orange, presque rouge. Il y a plusieurs scientifiques qui suivent l'espèce, notamment Rolf Wall, qui est le plus connu, qui bague tous les balbuzards, enfin tous, une bonne partie, on va dire, en Sologne, en forêt d'Orléans, etc. Et donc ça permet de les suivre et ça permet d'obtenir beaucoup d'informations sur leur comportement, sur le suivi, les territoires qu'ils occupent, et aussi en migration, parce que le balbuzard, c'est aussi une espèce migratrice.
pareil, qui peut aller jusqu'en Espagne, au Portugal, voire au Sénégal pour passer l'hiver. Et ils sont très fidèles à leur site d'hivernage. Le même individu va retourner toujours au même endroit et il revient après nicher en France. Et les jeunes reviennent dans les secteurs? Ah non, les jeunes, non, on ne sait pas trop. Ils vont errer, puis ils vont se trouver un territoire ailleurs. Ouais, d'accord, ouais. Et pas forcément dans le coin, quoi. Pas forcément dans le coin, ouais. Voilà, donc ça, c'est une autre espèce. C'est un des plus grands rapaces qu'on peut trouver en Sologne, qui s'appelle le Circaète Jean Leblanc. Ouais. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un jeune avec sa calotte assez rousse. Alors, ce qui est bien caractéristique, c'est les yeux tout jaunes, et puis une face, enfin les yeux bien de face, un peu comme une chouette, tu vois. Et lui, il s'est spécialisé sur les reptiles, et principalement les serpents. Hein. Il transporte le serpent dans le jabot. Et puis très souvent, il y a le bout de la queue qui dépasse. Voilà. Donc là, il a transporté le serpent de cette façon-là pendant plusieurs kilomètres. Hein. Il va régurgiter. Voilà, il va régurgiter le serpent entier, en fait, au petit. Donc là, le nid est là, et puis le petit, il est là. Donc chez les circaètes, il n'y a toujours qu'un seul petit. Ah oui. C'est un des rares oiseaux à ne pondre qu'un seul œuf. Qu'un seul œuf, ouais. Ils sont nombreux en Sologne, les circaètes? Alors les circaètes, il y a quelques dizaines de couples, peut-être 30-50 couples, quelque chose comme ça. Ils ont besoin d'un territoire qui est quand même assez vaste. Lui, il aime bien nicher en forêt. Il niche sur des grands arbres, hein, sur des grands pins en général. Et puis il va chasser dans des zones plus ouvertes. Ouais. Donc effectivement, la fermeture du milieu qu'on voit en Sologne risque d'être peut-être défavorable à terme pour cette espèce. Alors pour l'instant, il est encore en progression en Sologne. Hein. Il a toujours été présent en Sologne, le circaète? Il a quasiment disparu avec la chasse avant les années de protection des années 70. Et depuis, il n'arrête pas de progresser. Ouais. On voit maintenant en Sologne des oiseaux qu'on voyait plutôt dans le sud de la France, en Camargue, etc. Il y a des échassiers notamment que l'on ne voit plus. Il y a des oiseaux qu'on ne voyait plus. La huppe faciée qu'on voyait très peu en Sologne, on ne la voyait plus. Maintenant, elle revient. Et puis, on voit de plus en plus de rapaces. Alors moi, je n'ai pas forcément les compétences pour les reconnaître, mais c'est vrai que dans le ciel, on en voit de plus en plus. Bon, là, on est en forêt de Cheverny. Donc ça fait partie des endroits idéaux pour que les rapaces nichent. Oui, tu vois, il y a beaucoup d'espèces de rapaces qui aiment bien nicher en forêt. Donc là, tu as des beaux arbres. Hein. Alors il y a des espèces qui sont privilégiées par les rapaces, principalement en Sologne, le pin sylvestre. Ah, ouais. Donc ils ont un plateau sommital où les espèces peuvent installer leur nid. Voilà, ils peuvent facilement installer leur nid. Donc il y a d'autres essences qui sont aussi utilisées. Ouais. La buse, le circaète, le busard, l'aigle botté, tout ça, c'est des espèces qui aiment bien le pin sylvestre. Ouais. Les oiseaux sont liés à certaines espèces. Qu'est-ce qu'il en est pour les années à venir? Parce qu'on est inquiet pour les pins, notamment. Ah oui. Le changement climatique a tendance, effectivement, à faire disparaître les pins sylvestres et on est inquiet un petit peu vis-à-vis de ça. Alors, est-ce que les oiseaux arriveront à s'adapter, à trouver d'autres lieux de nidification? On va l'espérer. Hein. En tout cas, c'est le cas dans d'autres régions. Ouais. Il y a des rapaces qui arrivent à nicher effectivement sur d'autres essences. Est-ce que ce sera le cas en Sologne? C'est l'avenir qui nous le dira. On va croiser les doigts pour ça. Direction l'étang de Beaumont. Acquis en 1996 par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, l'étang de Beaumont est classé ENS, espace naturel sensible. Avec ses pas moins de 30 hectares en eau, il est l'un des étangs les plus grands du secteur. Véritable mosaïque de milieux naturels, prairies, forêts, roselières et communautés aquatiques permettent d'abriter une biodiversité remarquable.
Frédéric Auger a rendez-vous avec Jean-Pierre Jolivet, naturaliste. Voilà, donc là on va arriver sur l'étang de Beaumont, qui est un bel étang de Sologne. Hein. Un des seuls accessibles pour le grand public. Oui, un des rares. Un des rares, oui. Un des rares, il se compte sur les doigts d'une main, hein, surtout ceux qui sont équipés d'un observatoire comme celui-ci, et permettant finalement une certaine ouverture à un tourisme de nature quoi, dans cette région. Et c'est quelque chose qui, au point de vue fréquentation, marche remarquablement bien, hein, puisque on n'a pas loin de 10 000 personnes par an qui passent sur ce lieu-là. C'est un endroit dans lequel je viens régulièrement quand voilà, je reçois des amis qui ne sont pas solognos. C'est l'un des seuls endroits pour leur montrer un étang, leur montrer des espèces. Voilà. Leur faire voir un petit peu de Sologne. Voilà, leur montrer un petit peu de Sologne. Ouais. Ouais. Voilà, alors là, il y a quelques prairies qui font partie de la propriété de l'étang. Oui, parce qu'un étang, ce n'est pas simplement de l'eau, c'est aussi un espace et il faut les espaces autour, finalement. Oui, voilà, les espaces autour sont importants et les espaces autour tendent à disparaître, ouais. en tout cas tels qu'ils étaient antérieurement, c'est-à-dire cultivés. Il y a plusieurs dangers autour de l'étang. Il y a déjà la forêt qui se rapproche, le bois qui vient entourer l'étang, parce qu'un étang, c'est un écosystème complexe, ce n'est pas ma spécialité, mais pour qu'un étang vive, il faut aussi des prairies humides autour, il faut un ensemble, y compris pour les animaux. À partir du moment où il n'y a plus d'entretien autour de ces étangs, la forêt s'approche de l'étang et étouffe l'étang. Un trou d'eau entouré par les saules, ça meurt à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Plus l'évaporation, ça veut dire qu'on risque d'avoir des étangs qui s'assèchent de plus en plus. On parle aussi des étangs comme réserve d'eau en cas d'incendie. On n'y pense pas assez, mais puisque on risque d'avoir des incendies un jour ou l'autre importants dans notre région, comme il y en a dans d'autres régions, les étangs, c'est quand même la meilleure réserve d'eau à proximité pour pouvoir que les pompiers rechargent. Donc là, il y a vraiment des travaux qui sont faits en ce moment pour faire peut-être des aménagements pour que les pompiers puissent approcher les étangs. Mais si on approche d'un étang vide, ça ne servira pas beaucoup à éteindre les incendies. Là, on a de belles grenouilles vertes. Ouais, ça fait partie des habitants classiques. Donc on arrive à l'observatoire. Voilà, on arrive à l'observatoire, on y est. Donc, qui a été construit suffisamment vaste pour pouvoir accueillir une classe. C'était un petit peu ça l'idée du départ. Et donc voilà l'étang. Et là on a une vue magnifique sur l'étang de Beaumont. Avec une très jolie vue. Donc ça fait partie des grands étangs de Sologne. La propriété en tout est de 36 hectares. Donc ça comprend un petit peu les boisements qu'on voit. Et puis également ce milieu donc, qui est la roselière, qui sont tous ces milieux avec des phragmites, les roseaux comme on dit, qui poussent autour, mais surtout sur cette rive-là qui est à notre gauche de l'étang, et qui est un milieu qui accueille des espèces particulièrement intéressantes et les espèces les plus rares qu'on peut voir sur cet étang-là. Aussi bien pour s'y réfugier que pour y nicher. La roselière est un milieu très particulier et essentiel pour la biodiversité. Certaines espèces d'oiseaux y sont même inféodées, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve nulle part ailleurs en Sologne. D'autres s'y nourrissent et y nichent. C'est le cas par exemple du busard des roseaux, qui chasse très bas sur l'eau. Ou du héron pourpré, qui a la particularité de tendre le cou à la verticale pour se camoufler parmi les roseaux. Malheureusement, les roselières sont en danger. Chaque année, elles sont un peu plus envahies par des arbres comme les saules ou par des ragondins,
qui détruisent les roseaux beaucoup plus vite qu'ils ne se régénèrent, alors que de nombreuses autres espèces dépendent et profitent de la roselière. Oui, parce qu'on a des espèces qui restent sur place et l'étang accueille aussi de nombreuses espèces migratrices. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, au niveau ornithologique, bon, c'est surtout un site ornithologique, hein, l'étang de Beaumont, c'est clair. Il y a des plantes particulièrement intéressantes dessus aussi. Mais l'intérêt, il est quand même majoritairement au niveau des oiseaux. Donc, il y a effectivement un rôle de l'étang dans la nidification, notamment de certaines espèces de canards ou dans la roselière des espèces que j'ai citées. Mais c'est aussi un étang qui a un intérêt dans l'hivernage. Oui. Voilà. Il peut y avoir jusqu'à 700 ou 800 canards qui hivernent sur cet étang-là dans l'hiver, quoi. Hein, ce qui à l'échelle de la Sologne n'est pas quelque chose de négligeable. Et puis c'est également un étang qui peut avoir un intérêt au niveau de la migration. C'est un petit peu les trois fonctions de l'étang au niveau des oiseaux. Les étangs font partie du paysage de la Sologne, ils sont présents depuis longtemps dans le paysage. Ce n'est pas simplement une étendue d'eau, c'est aussi un territoire et puis une interaction avec ce qui l'entoure. Oui, tout à fait, oui. Et cet équilibre très, très bénéfique à la biodiversité en général, hein, qu'on avait quand les étangs ont été créés et dans les siècles qui ont suivi. Avec un étang, des roselières assez étendues, des prairies humides qui entouraient tout ça. Tout ce système-là était maintenu, enfin créé et maintenu par l'agriculture qu'il pouvait y avoir autour. Et notamment le pâturage qu'il pouvait y avoir autour. Bon. Qui permettait d'entretenir les bords des étangs et d'éviter à la végétation de trop envahir les bords de... C'est ça. Voilà. Et tout cet équilibre-là se modifie depuis bien des décennies maintenant avec la raréfaction et la disparition progressive de l'agriculture en Sologne. Et le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un étang avec encore un petit peu de roselière qui essaie de se maintenir et qu'on essaie d'aider à se maintenir, mais tout autour des arbres. Tout autour, la forêt est là. Et faut savoir que la forêt vient étouffer l'étang. Elle vient étouffer l'étang progressivement, oui. Alors le projet, là, dans le prochain plan de gestion, le projet, c'est que tout ça, ce soit pâturé. D'accord. Donc voilà. Moutons avec des moutons. Moutons solognots. Oui, c'est ça. La brebis solognote est une race de moutons rustique et très ancienne. Elle est utilisée pour sa laine, mais aussi pour valoriser certains milieux naturels à végétation pauvre, voire médiocre, comme le bord des rivières, les zones humides ou les sous-bois. Idéal donc pour la Sologne, son berceau d'origine. Elle a aussi la particularité d'être très résistante aux maladies et aux intempéries. Longtemps, elle a été la principale source de revenus pour les agriculteurs solognots. Au milieu du 19e siècle, on en comptait plus de 300 000. Aujourd'hui, leur nombre est estimé à 2000. La brebis solognote est donc en danger. Pour autant, de nombreuses mesures sont prises pour sauvegarder et défendre cette race autochtone. Les forêts sont en danger, les étangs aussi. Certaines espèces sont menacées, mais nous ne regardons pas à côté. Chaque jour, des femmes et des hommes s'allient face au changement climatique pour trouver des solutions. Même si on a peur avec ce climat, il faut s'unir pour arriver à lutter contre les dégâts que va faire ce dérèglement climatique. Je pense qu'il y a un équilibre, il faut que tous ces gens qui sont dans plein de métiers différents, qui font la Sologne, se parlent, se mettent d'accord. Mais là encore, faut que l'homme s'y emploie, les propriétaires, les ingénieurs forestiers, et puis nous tous, hein, on peut tous y participer d'une manière ou d'une autre. Il faut tenter des choses, il faut essayer, il faut être optimiste, il faut essayer plein de choses. On va en trouver des solutions. En Sologne, il n'y a pas de règne qui dérègne pas.
Et c'est un peu ça, la Sologne de demain. Des mesures engagées, une volonté de préserver et de sauvegarder la Sologne et sa forte identité.